c'est Guillaume Chanu, donc je suis cofondateur et le CEO actuel de Redacted Labs. On est un desk DeFi, on fait de la gestion d'actifs sur des stratégies DeFi pour des entreprises crypto et pas crypto. Donc notre objectif c'est de analyser, déployer et monitorer des stratégies sur la finance centralisée pour fournir des rendements sur les actifs de nos clients ou gérer la liquidité de certains projets on-chain parce qu'on s'est rendu compte que c'est de plus en plus compliqué de manipuler Uniswap avec V3, V4 et les autres protocoles similaires. Et j'ai cofondé également Nebulae. Donc on est un club deal, donc un regroupement de business angels. On finance, on accompagne et on mentor un peu des projets de l'écosystème crypto en général. Pas mal DeFi parce que moi je viens de la DeFi et d'autres associés aussi, mais pas mal d'infrastructures, un peu d'IA, un peu de gaming, etc. Donc on s'est lancé en fin 2021 là-dessus. On a une vingtaine de projets un peu dans notre portefeuille. Donc pour ce petit talk, on va parler de gestion des risques en DeFi. Ça va être assez rapide. On va parler un peu des risques dans l'investissement. Les risques spécifiques à la DeFi, parce qu'il y a pas mal de changements de paradigme par rapport à la finance traditionnelle. Et puis une mise en situation sur une stratégie qu'on peut proposer à nos clients chez Redacted Labs. Donc le risque en investissement, l'adage, il est un petit peu, si on va chercher plus de rendement, on va chercher plus de risques. Donc ça, c'est assez commun sur les marchés. Il y a une différence, enfin, il y a une particularité, c'est qu'on dit ça surtout quand les marchés sont fiables. En crypto, on est un marché encore immature, on a des manques de liquidité, des techniques, enfin, des problématiques techniques, etc., qui donnent souvent des asymétries positives ou négatives. Donc, avec le même niveau de risque, vous allez pouvoir chercher beaucoup plus de rendement potentiel. Et cette recherche, souvent, c'est ce qu'on considère comme l'alpha. Donc l'alpha, ça peut être comportemental, informationnel, analytique ou technique. Donc c'est repérer les comportements des gens et être en amont de leur comportement pour déployer des stratégies intéressantes. Ça peut être juste avoir plus d'informations. Donc en DeFi, souvent, on va dire qu'il faut aller sur les forums de gouvernance, dans les Telegram, de plus en plus poussés. Et en fait, si on se retrouve avec des informations chinées sur Twitter, on est un peu dans la fin de la vague informationnelle. Ça peut être analytique, il y a énormément de protocoles dans la DeFi, et en fait ces protocoles sont parfois méconnus, donc on peut se retrouver avec des protocoles qui ont énormément de revenus, énormément d'utilisateurs, et une valorisation assez basse, ou à l'inverse, peut-être des valorisations beaucoup trop hautes, et qui mèneraient à des baisses de la valo de certains protocoles. Et ça peut être technique, vous avez, je sais pas, vous êtes gestionnaire, enfin vous avez beaucoup de data, vous savez aussi cristalliser cette data parce que la blockchain c'est public. Récupérer des data un peu fiables et pouvoir faire des choses avec, c'est quand même un métier beaucoup plus complexe. Et ça peut être aussi tout ce qui est MEV, si vous avez des bots, si vous avez des architectures un peu complexes et efficaces, ça peut être votre alpha. Côté risque en DeFi, donc je l'ai dit, il y a des risques un petit peu qu'on va retrouver en finance traditionnelle qui vont être plutôt du côté économique, mais on a une infrastructure technique complètement différente, enfin complètement nouvelle en DeFi et qui apporte des nouveaux types de risques. Donc les smart contracts, les hacks en DeFi, c'est vraiment monnaie courante. Les audits, ce n'est pas forcément ce qui va vous protéger en tant qu'utilisateur quand vous déposez sur un protocole. On a les gouvernances. L'aspect de la décentralisation, c'est un spectre. Souvent, les projets ils commencent avec une centralisation assez forte et une gouvernance souvent limitée à 4-5 acteurs qu'on ne connaît pas forcément et qui ont parfois beaucoup de pouvoir sur les changements des protocoles. Donc ça peut être des changements de mécanismes, des taux d'intérêt, des gestions des risques, etc. Et après, on a des DAO qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus transparentes. Le risque de la blockchain en elle-même sur lequel est déployé le protocole, ça peut être une blockchain qui arrête d'émettre des blocs pendant quelques heures. Ça peut être une certaine centralisation des layers 2 aussi en ce moment. Les bridges, qui sont les plus grosses attaques en DeFi, donc c'est vraiment des centaines de millions qui ont été siphonnés ces dernières années. Ça peut mettre à mal tout un écosystème. On a le cas de Phantom par exemple qui a perdu énormément de valeur sur les protocoles DeFi qui étaient dessus. Et puis la conservation des cryptoactifs. La crypto, ça nous a donné énormément de pouvoir.
mais énormément de responsabilités en tant qu'utilisateur. Du hot wallet sur MetaMask à un multisig à bien contrôler, il y a un gap, et donc c'est aussi des risques assez importants et à gérer. Et en termes économiques, on est sur des protocoles DeFi, c'est de la finance qui tourne 24/24 et il n'y a personne qui va venir un peu vous protéger ou mettre à l'arrêt un protocole. Donc quand vous déployez vos liquidités et votre stratégie sur des protocoles, ce qui est cool, c'est qu'à la fin, vous pouvez récupérer votre liquidité. Et donc, c'est assez important de monitorer que vous puissiez ressortir avec vos actifs, que vous n'avez pas énormément de volatilité sur vos rendements, sur votre capital. Ça implique énormément de risques systémiques également, où des protocoles vont pouvoir impacter d'autres protocoles et donc vos stratégies. Et puis, les systèmes de liquidation, notamment sur les protocoles de lending. Donc, on va rentrer un peu plus dans le concret. Moi, ce que je recommande quand on souhaite déployer une stratégie DeFi, c'est à peu près 5 étapes. Donc, c'est évidemment avoir une très bonne veille et une observation du marché. Donc ça, vous pouvez aller sur Twitter, vous pouvez aller sur des groupes Telegram. Ce qu'on recommande évidemment, c'est DeFi France, qui est une mine d'informations sur Discord, sur Telegram, sur YouTube et sur Twitch. Et puis des newsletters parfois spécialisés, Defiant, Bankless et tant d'autres. Une fois que vous avez repéré un protocole ou une stratégie qui vous semble intéressante, le mieux c'est de faire concorder avec de la data. Donc là j'ai cité 2-3 sites qui sont intéressantes, DeFi Lama, Nansen et Revert, ce qui va vous permettre de soit pouvoir observer de la data sur les protocoles, soit observer les actions des autres utilisateurs. Donc Nansen, ça s'est fait connaître par la smart money. Vous pouvez analyser ce que font les autres acteurs du marché et tout simplement copier leur stratégie ou avoir des insights d'acteurs peut-être un peu plus smart money que vous. Et Revert qui est extrêmement intéressant pour analyser les positions LP sur les protocoles, notamment Uniswap V3. Une fois que vous avez identifié votre opportunité, le mieux c'est d'analyser les risques. Et c'est là où souvent on est un peu perdu parce qu'il n'y a pas trop d'informations. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un carcan un peu d'évaluation personnelle qui dépend de ce que vous cherchez en termes de rendement et puis votre appétence au risque. Il y a quelques sites spécialisés qui sont souvent des sociétés de gestion des risques DeFi. Donc là, j'ai cité Stake Finance, Bluechip, qui est super intéressant qui analyse les stablecoins et qui les grade comme une agence de notation en finance traditionnelle. Et ça donne pas mal d'insights de lire leurs rapports. Et puis votre carcan personnel. Le déploiement, donc utiliser des hardware wallets, utiliser Rabi Wallet, utiliser des multisigs. DeFi Saver aussi, c'est très pratique si on veut un peu gérer ses positions DeFi. Et le monitoring, c'est la partie un peu la plus complexe, je pense, pour les particuliers. Il y a quelques solutions un peu pour les pros, mais généralement, les asset managers vont tendre à faire leur propre système d'information pour un peu monitorer la liquidité. Mais on va voir un petit peu ce qui est intéressant de monitorer dans la stratégie que je vous propose. Donc j'ai pris une stratégie relativement simple mais intéressante sur l'USD. Donc on est parti sur quelqu'un qui veut yield sur ses stablecoins. Et on va utiliser l'engouement du moment sur le restaking, donc via Pendle, pour obtenir des rendements intéressants. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement déposer nos USDC sur Aave, donc une plateforme de lending, pour emprunter des Ethers. Ce qui est assez cool, c'est qu'on est assez bien payé pour déposer nos USDC et on ne paye pas trop cher pour emprunter les Ethers. Et en fait, on n'est pas soumis à la variation du prix de l'Ether. On va déposer nos Ethers sur Pendle pour récupérer du PT EZETH. Et en fait, c'est des volts qui ont des bonnes maturités. Donc là, on a pris le 27 juin et on va être payé à peu près 60% pour déposer nos PT. Je l'ai pris mardi, je crois. Et une fois arrivé à maturité, tout simplement, on va revendre ces Ethers pour des stablecoins, rembourser notre dette sur Aave et avoir plus de stablecoins, à peu près 13% de stablecoins en plus sur notre position. Ça nous a fait un APR de 60% à peu près. Et ça a une bonne liquidité. Donc nous, on l'a mis pour Red Hat Labs, mais on peut aller jusqu'à 500 000 sans trop de problèmes de slippage, etc. Donc c'est une strat assez cool. C'est sur Arbitrum, il n'y a pas trop de gaz. Donc c'est une stratégie intéressante. Mais ok, on a trouvé notre stratégie.
comment on va analyser les risques et faire notre risk assessment et voir un peu ce qu'on va monitorer derrière. Donc on a 3 protocoles qui rentrent en compte, AAV, Pendle et Renzo, donc via le EZ-ETH. AAV, on le connaît, c'est une plateforme de lending qui est là depuis pas mal de temps, qui a subi pas mal de liquidations en cascade. Nous, les problématiques qu'on a trouvées avec AAV, c'est les oracles, ils utilisent que Chainlink, bon, c'est le meilleur du marché, ils reposent uniquement sur eux, c'est une stratégie assumée. Nous, c'est juste un petit point d'attention. Et la gouvernance, AAV, c'est une énorme machinerie avec énormément de paramètres qui changent un petit peu tout le temps. La gouvernance tourne bien aujourd'hui, mais c'était un point d'attention à avoir. Pendle, c'est des maths, donc on n'a pas du tout les mêmes problématiques qu'une plateforme de lending. Ils utilisent un seul oracle qui est Redstone. La team est anonyme. Il y a assez peu eu d'audit, mais le code n'a pas changé beaucoup. Donc c'est à peu près le même score qu'AAV, mais il faut bien prendre en compte que un protocole de lending avoir un score aussi bas pour AAV, c'est vraiment très, très pertinent. Et donc Renzo, qui est la partie un peu plus exotique de cette stratégie. Donc c'est une nouvelle architecture de protocole, le restaking. Le bridge, il n'est pas natif sur Arbitrum. Il n'y a pas de gouvernance, c'est assumé, c'est juste un protocole qui vient de se lancer. Les gens farment des points, nous on leur prête nos ethers pour qu'ils récupèrent des points. Il n'y a pas forcément énormément d'attention à avoir aujourd'hui. Au niveau donc, de notre carcan des risques, on a vu que ce qui penchait un peu, c'est les oracles, la gouvernance et le risque économique. Le ZETH, est-ce qu'il peut dépeg? Globalement, il y a pas mal de liquidités pour notre stratégie et il y a un fort intérêt de racheter un dépeg potentiel de la part des acteurs du marché. Donc on est sur des notes assez bonnes. Et côté point d'attention, donc, une fois qu'on a déployé notre stratégie, qu'est-ce qu'on va observer? Donc les points d'attention à avoir, c'est sur AAV, on a une position short, enfin on emprunte de l'Ether. Donc si l'Ether augmente rapidement, on va se faire liquider notre position du SDC. En fait, ce qu'on peut faire, c'est avoir moins d'emprunts d'Ether pour avoir un drawdown plus important ou monitorer très rapidement et recharger notre capital en USDC lorsqu'il y a des grosses variations d'Ether. Nous, on a calculé que si vous voulez 20% de drawdown maximum avant d'être commencé à être liquidé sur AAV, ça faisait baisser le yield de 60% à 55%, donc ce qui nous semble être une très bonne solution pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de monitorer et d'automatiser le rebalancing. Sur Pendle, ce qu'il y a à observer, c'est donc le slippage pour rentrer-sortir de la pool PT, YT de Pendle. Nous, sur notre position à 500 000, je crois qu'on perdrait 2-3 jours de yield dans les conditions d'aujourd'hui. Mais c'est un truc à surveiller. Le gaz, on est sur Arbitrum, mais si vous faites ce genre de strat sur Mainnet, c'est aussi à monitorer. Et donc l'évolution du yield sur Pendle qui peut changer le cours de votre stratégie également. Et donc sur Pendle, évidemment, on va monitorer aussi la liquidité et le PEG de l'EZ-ETH contre l'ETH. Si on se rend compte qu'il y a de moins en moins de liquidité pour pouvoir sortir, soit on va baisser la taille de notre stratégie, soit on va sortir de stratégie et de prendre une autre. Hop. Et donc pour conclure, voilà, la DeFi, ça regorge d'opportunités très intéressantes. Yield sur des stablecoins à plus de 50%, c'est quand même un truc assez exceptionnel qui découle évidemment de l'intérêt du restaking et le farming de points. Donc ça ne va pas durer toute la vie, mais on a l'occasion d'avoir des fixed yield à 3 mois de maturité, c'est assez cool. Mais ça vient avec énormément de risques. Donc moi je conseille largement de faire votre carcan un peu de sélection des risques quand vous déployez votre stratégie. Et surtout ne pas oublier la dernière partie qui est le monitoring, qui est souvent sous-évalué. Parce que c'est assez complexe à mettre en place. On n'a pas forcément accès aux data, on n'a pas forcément accès à des outils d'automatisation. Et ça n'existe pas tant sur le marché aujourd'hui, mais c'est vraiment un truc hyper important quand on est un défiant. Eh ben, bonjour à tous, je me présente Mathias Vallée, CEO de Refugee Capital. Pour vous faire très simple, qu'est-ce que Refugee Capital? Nous, on veut rendre accessible l'investissement en cryptoactifs
avec une gestion qui est 100% pilotée pour notre client. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout pour lui de A à Z. C'est-à-dire de sa sécurité, de la volatilité, bien sûr, et également, et c'est pourquoi on est là ce soir, de comment on gère la finance décentralisée, la DeFi, donc avec les différentes stratégies. Objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir beaucoup plus s'adresser à du grand public. Je sais que vous êtes assez chaud pour certains ici. C'est vraiment de pouvoir donner comment nous, chez Refigi, on va noter chacun des protocoles de la finance décentralisée pour pouvoir les appliquer ou non au sein de notre stratégie. Vous allez voir, c'est des calculs parfois qui sont un peu bateaux, mais en fait qui sont totalement cohérents et qui permettent vraiment de découper la liquidité que Refigi a et que ce fonds d'investissement va allouer dans chacun des protocoles. Je voulais juste savoir, ça c'est toujours une question qu'on pose et voilà, qui je trouve est toujours intéressante, c'est savoir à peu près ici dans la salle qui s'y connaît très bien, qui voilà, s'y connaît pas du tout. Est-ce que pour les gens qui se pensent débutants, est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, ok, bon ben ça va alors, c'est nickel. Et donc pour les autres, vous êtes plutôt expert, modéré, entre guillemets? Ok, modéré, ok. Non, non, mais il n'y a pas de souci, alors ça marche. Non, non, mais c'est très bien. Au moins, ça permet d'avoir une pluralité et c'est encore mieux. Mais avant toute chose, il faut que je vous parle de quelque chose qui est en fait la chose pour laquelle on arrive avant d'aller dans un protocole de finance décentralisée. Et vous allez voir, on va très vite retomber sur nos pattes. C'est en fait comment on analyse une crypto sur Refigi Capital. En fait, potentiellement, vous êtes tous au courant qu'il y a 3 types d'analyse. L'analyse technique, vous la connaissez, c'est l'analyse chartiste. L'analyse fondamentale, c'est celle où en fait, on va prendre la crypto-monnaie, on va les décomposer, on va voir ce qu'il y a derrière potentiellement. Donc aussi, ça peut être une crypto-monnaie de la finance ou d'un protocole de finance décentralisé. Et aussi l'analyse on-chain. En fait, c'est ces 3 piliers-là qu'on va répartir sur une note de 90 et chacun de ces piliers a 30 points qu'on lui attribue. Au travers ces 30 points qu'on attribue, on va ressortir avec une note. Par exemple, pour Ethereum, on est à 80 sur 90. À ce moment-là, Refigi Capital va tout simplement dire on va allouer 50% de la liquidité du fonds au maximum dans l'ETH. Et donc à partir de là, on va faire des variations entre les crypto-monnaies qu'on a trouvées bien, celles qui ont un gros score, et après les petites crypto-monnaies qui, elles, ont forcément un plus petit score. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, c'est la première étape avant d'aller sur la DeFi. Parce qu'en fait, on ne regarde jamais une stratégie parce qu'elle est intéressante. On regarde toujours d'abord une crypto-monnaie parce qu'elle est intéressante. Il faut savoir que nous, notre objectif, c'est d'avoir du rendement pour notre client. Donc, on est obligé quand même de bien regarder ça. Cas particulier, bien entendu, pour les stablecoins, où les stablecoins ont fait, et je pense que c'est important, mais que de l'analyse purement fondamentale, bien sûr, avec un peu d'analyse on-chain. Mais là, on va plutôt choisir des stablecoins décentralisés. Vous les connaissez, le DAI, le LUSD. Et parfois, sur des grosses stratégies où là, ça devient intéressant le rendement, on va se mettre sur des protocoles, des stablecoins un peu plus grosse capitalisation, USDT, USDC. Et donc, en fait, Refigi Capital, c'est quoi? Refigi Capital, en fait, c'est devenu au final une agence de notation. Donc, en fait, si on prend les plus gros protocoles qui existent, c'est tout cela qu'on va noter un par un. Et vous avez vu, au-delà même des stratégies, il y a même des DEX à l'intérieur. Pourquoi il y a des DEX? Pour une seule chose, c'est quand on va swap, forcément, on veut savoir s'il y a de la liquidité aussi. Si potentiellement, on va bloquer de la liquidité, comme chez EigenLayer, il faut savoir si aucun de nos clients ne va sortir ou si on a les fonds suffisants, si un client veut sortir demain de Refigi Capital. Et bien entendu, il y a plein d'autres métriques que vous comprenez. Il y a des protocoles qui s'imbriquent avec d'autres, Pendle, comme vous avez pu le voir. Donc, plein de choses. Et en fait, on va noter chacun de ces protocoles, un à un, sur 5 critères qui vont représenter des notes à l'heure actuelle sur l'ensemble des protocoles qu'on a pu auditer. Donc, on en a audité à peu près 87. On commence à arriver sur nos 90 et on essaie d'avoir les 100 à la fin du mois. Et on va attribuer des notes de 5 jusqu'à 48 points. Sachant que 5, bien entendu, est la pire des choses. C'est vraiment un protocole qui a obtenu que 1 sur l'ensemble des critères. Et je vais vous les donner, ces critères. C'est des critères, bien entendu, qui ont été faits par Refigi Capital, donc à libre vous de les utiliser ou non. L'innovation,
c'est ce qu'on regarde principalement sur des protocoles, savoir est-ce qu'ils sont là depuis longtemps, est-ce qu'ils innovent, est-ce qu'il y a des choses derrière qui vont permettre potentiellement d'avoir des airdrops ou autres. Il faut savoir qu'on est un asset manager et donc on regarde aussi l'accessibilité. Ça, c'est assez important pour nous, c'est savoir est-ce que c'est facile de pouvoir aller dans le protocole, de pouvoir y ressortir, ainsi de suite. L'objectif, rappelez-vous bien de Refugee, c'est toujours de mettre le client forcément au centre de tout. Donc forcément, si l'accessibilité est moindre pour nous, ça va impacter directement les fonds des clients. L'efficacité, donc là, bien entendu, on touche à la rentabilité. La sécurité, pardon, là, on touche à la liquidité. La sécurité, où là, bien entendu, vous allez voir les différents critères qu'on met en place. Et enfin, la dernière chose, qui est aussi la plus importante, c'est la rentabilité du protocole et combien il va pouvoir nous rapporter à long terme. Je prends l'un des exemples les plus connus. L'objectif, c'était de parler à un grand public. Je suis désolé pour les experts. Je pense que vous connaissez super bien AV, mais au moins, on va l'appliquer. Ici, on va se poser 3 questions simples, efficaces, quand on parle de critères de sécurité: audit, hack et architecture. Voilà, ça, c'est les 3 gros critères qu'on utilise tout le temps, qu'on regarde tout le temps sur la sécurité. Et à partir de là, alors, soit on utilise notre logiciel en interne qu'on a développé qui nous permet directement, en fonction de potentiellement des critères qu'on va rentrer ou autres, d'avoir une note qui va en ressortir. Ou soit on utilise l'humain, on utilise principalement l'humain forcément, donc nous-mêmes faire notre propre notation avec des protocoles qui ont très peu de liquidité, des nouveaux protocoles qui se lancent sur le marché. Par exemple ici, on sait que AV ça a plusieurs audits, mais ce n'est pas audité par tout le monde. Donc forcément, il obtient la note maximale, sachant que en fonction des audits, si on prend des audits certiques qui ont peut-être pas prouvé assez leur solidité dans leur audit, potentiellement on va baisser en points et ainsi de suite. On a eu un seul incident, entre guillemets, qui a impacté. C'est un incident, vous savez, avec potentiellement des pools qui s'arrêtent, qui se stoppent, ou pendant X temps, vous ne pouvez pas débloquer les fonds. Ça, c'est pour nous une chose qui est importante. Mais encore une fois, les fonds étaient, comme on aime bien dire, safe. Donc forcément, il n'y avait quasi aucun problème. Et nous, on est sur une quasi-décentralisation, AV quand même assez bien réparti entre les personnes. Donc, on a attribué des notes de, comme vous avez pu voir, de 8 pour les audits jusqu'à 9 pour de la décentralisation. Donc ça, c'est des notes dans un premier temps. Ici, je vous ai mis les premiers audits de Refugee Capital. Au moins, c'est encore plus simple. Vraiment des choses que vous pouvez faire à la main, des choses qui sont bateaux et qui vous permettent de dire, OK, à combien vais-je élever mon risque si je rentre sur un protocole de finance décentralisée comme AAV. Derrière, je vous en ai mis un autre. C'est souvent le deuxième qu'on regarde, le plus impactant. C'est efficacité et liquidité. Les deux sont ensemble, mais on va regarder principalement la liquidité. Savoir est-ce qu'on peut ressortir, si on a besoin de ressortir, à l'heure actuelle, si on a besoin de ressortir 2 millions d'euros, est-ce qu'on peut les ressortir facilement, pas de slippage ou autre. Donc ça, c'est l'une des choses qui est primordiale, parce que derrière, on n'oublie pas, c'est la rentabilité toujours du client. Le nombre d'actifs que propose la plateforme, forcément. Alors là, ça dépend vraiment des critères. Si, par exemple, une plateforme propose beaucoup d'actifs, mais que, bien entendu, la rentabilité, elle, va être dégradée par rapport à différents actifs. Peut-être qu'il y aura des actifs avec plus de rentabilité, peut-être qu'il y en aura avec beaucoup moins. Ou si la stratégie ou le protocole se concentre que sur un seul et même token, à ce moment-là, on va attribuer différents critères et différentes notations. Et enfin, la blockchain, Guillaume l'a très bien précisé, mais c'est important qu'elle soit toujours disponible pour nous. Si un client demain veut sortir ou même qu'une stratégie veut marcher sur du long terme, potentiellement, si on utilise exactement des blockchains comme Solana, ça peut être parfois problématique. Et aussi la rapidité de transaction qui est bien entendu très liée aux frais de gaz, forcément. Je ne vais pas vous faire tous les critères un à un. Ici, je vous ai mis à peu près, quand on a nos 3 gros critères, qu'est-ce qu'on regarde derrière? L'accessibilité, vous avez vu, c'est l'interface et l'entrée. C'est est-ce que nous, en tant qu'asset manager, on peut facilement rentrer dans ce protocole. La rentabilité, voilà, ça c'est le taux d'intérêt, c'est ce qu'on regarde le plus. Vous l'avez très bien précisé, c'est si, entre guillemets, on emprunte de l'ETH et que derrière, notre rentabilité est égale à ce qu'on emprunte, à ce moment-là, forcément, ça perd en notation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, l'innovation, ça c'est assez important pour nous quand même. Vous avez des protocoles qui innovent assez peu.
vous les connaissez. Aave en est un bon exemple de très peu d'innovation, à moins lancé par les DAO de temps en temps, notamment avec par exemple Merit. Mais on va plus regarder par exemple quand on arrive sur un protocole qu'on a beaucoup vu ou autre, on va plus regarder vers des concurrents directs comme Morpho par exemple, ou d'autres sur d'autres blockchains. Donc imaginons qu'on ait fait le tour de Aave et que Aave est quand même un protocole sur lequel qui est puissant, qui est impactant, qu'on connaît, qu'on a longuement audité. On arrive à une certaine note de 43 sur 50. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une répartition en fonction de la note, tout simplement. C'est-à-dire que pour des protocoles qui ont entre 40 et 50 et plus, Refugee Capital, vous pouvez vous dire, ou même vous pouvez vous dire, à ce moment-là, on va allouer X pourcentage de la liquidité que j'ai. Pour différentes notes, après, au fur et à mesure, on va diminuer notre risque, on va diminuer notre allocation sur la liquidité. Très important, quand on a une note qui commence à être inférieure à 30, ou parce qu'on a mis à jour notre protocole, à ce moment-là, forcément, on n'a plus de liquidité disponible. Donc, on arrête de travailler avec ce protocole-là et on va sur d'autres protocoles forcément. Et aussi, on se met à jour avec plein de choses. Vous l'avez vu, DeFi France, c'est une très bonne source d'information pour savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe sur certains protocoles. Les DAO aussi. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on va prendre en compte. Twitter, on a fait des listes exprès pour suivre l'ensemble des protocoles sur lesquels est positionné Refugee Capital. Donc, en fait, au fur et à mesure, on incrémente une base de données, une base de notation qui nous permet derrière d'être le plus efficace et toujours d'allouer une certaine partie de la liquidité. Un cas aussi qui est important, c'est quand on va imbriquer des protocoles ensemble. Forcément, l'imbrication de protocoles ensemble diminue par 2 la liquidité qu'on va allouer. Donc, si on a 2 protocoles à hauteur de 40 et 50 et plus, à ce moment-là, on va allouer que 20% de la liquidité. Donc ça, après, c'est en fonction de chacun, bien entendu. Mais au moins, vous avez déjà un peu une sorte de répartition de comment vous pouvez fonctionner chez vous, comment nous, on fonctionne. On est une agence de notation, tout simplement. Et après, en fonction de la note que nous, on attribue, et à ce moment-là, on va poser de la liquidité. Voilà un peu pour la présentation sur Refugee Capital, sur la notation qu'on peut y attribuer. J'espère que ça pourra vous aider, bien sûr. Et puis, au plaisir, si vous avez des questions. Je ne suis pas rentré dans les détails des stratégies. C'était fait exprès, c'était plus grand public. J'en suis désolé si vous êtes un peu frustré. Mais voilà, c'est aussi pour ça, c'est aussi de donner toutes les clés à tout le monde et pouvoir le plus possible démystifier un peu les risques autour de la finance décentralisée. Bonjour à tous, moi c'est du coup Pierre Leclerc, membre de DeFi France depuis 2 ans maintenant et je pense que je suis en DeFi depuis à peu près 4 ans. Je suis dev indé dans le Web 2 sur mon job au quotidien, mais sinon globalement je traîne tous les jours en DeFi et je bidouille, j'automatise des choses, etc. Vu que j'ai quelques compétences en tant que développeur. De mon côté, je vais plutôt aborder l'investissement en tant que particulier. Parce que du coup, je gère le portefeuille familial et je donne quelques stratégies finalement à des connaissances et j'essaie de leur donner une compréhension sur comment fonctionnent quelques protocoles qui des fois sont un peu poussés. Du coup, je vous présenterai ça en 3 parties principales. Bonne pratique en DeFi pour éviter de vous faire avoir. Comment construire une stratégie de base et finalement une étude de cas. Donc Arbitrum Short Term Incentive Programme qui a terminé là, fin mars je crois. Et on verra comment j'ai construit finalement la stratégie autour. Premièrement, quels risques pèsent sur vous et comment s'en prémunir? Donc Guillaume vous en a parlé, il y a plein de risques finalement qui pèsent au-dessus de vous et franchement si vous n'avez pas une équipe qui est dédiée à ça pour regarder au quotidien ou que vous ne touchez pas un petit peu en dev, vous allez y passer des mois avant d'essayer de vous dire je peux rentrer sur ce protocole et du coup les occasions vont probablement passer. Donc si je pouvais donner une première bonne pratique sur ça, c'est essayer de vous concentrer sur les protocoles qui sont là depuis longtemps, qui ont une grosse liquidité, parce que de toute façon, s'ils se sont fait hacker, leur courbe de liquidité elle va se faire défoncer. Donc, ça vous enlève un poids, entre guillemets, même si le risque est toujours là. On l'a vu sur Curve l'année dernière, qui s'est fait hacker alors qu'il avait 3 ans ou 4 ans d'existence. Du coup, le risque est toujours là, mais ça peut être une bonne piste déjà de se rediriger vers ça plutôt qu'un protocole qui est sorti il y a 15 jours et qui a 1 million de TVL. Du coup, les 2 premières bonnes pratiques, je pense que vous en êtes conscient, fuyez le bruit des réseaux.
sur les threads Twitter, vous allez avoir des fois 1000, fois 500 sur telle ou telle stratégie. Soit vous allez vous faire scam, soit en fait on va vous parler d'une stratégie qui peut-être va faire ce rendement, mais sans vous parler forcément des risques qui sont associés. Et donc s'il y a un mouvement de marché un peu fort, peut-être que vous n'allez pas savoir vous comment réagir, alors que la personne, elle, sera préparée à ce moment-là. Et trouver aussi votre domaine d'expertise. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y en a qui sont plus à l'aise avec le trading, il y en a qui sont plus à l'aise avec, je sais pas, les protocoles de lending par exemple, ou les LP. Trouvez avec ce avec quoi vous êtes à l'aise, servez-vous-en de base, et après vous pourrez construire autour de ça finalement pour faire fructifier votre patrimoine crypto là-dedans. On voit souvent l'adage suivant, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Moi j'avoue que ça me fait doucement rire parce que franchement je ne suis pas trop d'accord avec ce dernier. Si je suis venu en DeFi, c'est pour faire travailler le patrimoine, pas pour jouer au casino. Donc effectivement il y a des risques de perdre tout ce que vous avez, mais les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place vont faire en sorte que ça ne devrait pas arriver, sauf si vraiment il y a un gros souci sur l'infrastructure de la blockchain elle-même. J'en viens du coup au point bonne pratique, fragmenter vos liquidités. Il y a deux risques principaux qui vous pèsent dessus en DeFi. Le fait de vous faire siphonner le wallet par les approbations infinies et le FOMO. Qu'est-ce que j'entends par le FOMO? C'est que si vous mettez tous vos fonds sur le même wallet, vous allez avoir une stratégie à 200% de rendement quelque part. Vous avez vos Ethers depuis 5 ans, et vous allez vous dire « Ah mais je pourrais les swapper pour tenter de choper le rendement ». Et en fait, vous allez vous exposer à du risque alors que ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Dans le fond, vous souhaitez garder vos Ethers. Donc peut-être que la bonne stratégie, que je recommanderais en tout cas à quelqu'un qui arrive en DeFi, c'est de séparer le wallet long terme. Vous importez même pas ça sur MetaMask, vous faites un wallet Ledger ou Safe et vous envoyez les fonds dessus, en DCA ou peu importe comment vous achetez. Vous laissez dessus et vous regardez dans 5 ou 10 ans ce que ça vaut. Pour les farmers d'airdrop, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais c'est un peu la mode en ce moment. C'est l'activité la plus risquée qui est en DeFi. Je ne dis pas que c'est pas rentable, je pense que ça l'est, mais c'est l'activité la plus risquée parce qu'en fait, vous allez aller sur des protocoles qui sont tout neufs. Vous allez approuver plein de tokens, approuver des signatures sans forcément savoir ce que vous signez. Donc mettez vos fonds à part pour ça, dédiés à ça, et là vous pouvez faire vos bidouilles. Et pour les stratégies sérieuses qui, elles, apportent du rendement, en fait, mettez ça sur des wallets à part. Moi, j'aime bien séparer par stratégie, parce que ça me permet de suivre finalement à la semaine, est-ce que ma stratégie, oui ou non, a performé par rapport à la semaine précédente. Après, c'est à vous de gérer comment vous préférez vous en servir. Mais j'aime bien séparer les wallets parce que ça évite de FOMO. Ça vous crée de la friction finalement entre vos wallets et vous n'allez pas vous dire « Ah, il faut que je retire les fonds de l'autre pour les mettre dans le nouveau ». Une dernière bonne pratique que j'aime bien faire au niveau des wallets, c'est, comme l'a dit Guillaume, en fait, les hacks sont majoritairement concentrés sur les bridges et les DEX parce que par praticité, vous allez approuver une infinité de tokens. Pour rappel, quand vous approuvez une infinité de tokens, ça veut dire j'autorise tel protocole à piocher dans mon portefeuille une infinité de ce token-là, s'il arrive à déclencher une transaction. Bon, vous imaginez bien que vous ne laisseriez pas faire ça à n'importe qui dans la rue. Donc, pour mitiger ce risque, moi, ce que j'aime bien faire, quand je fais beaucoup de transactions, c'est avoir un wallet passerelle, si je puis dire, qui sert qu'à ça, finalement. J'envoie les fonds dessus, je fais mon swap, je bridge, et je renvoie les fonds ailleurs. Finalement, il n'y a que lui qui est exposé aux approbations. Et donc, si un jour, il y a un hack, lui n'a aucun fonds ERC20 dessus, et donc il ne se fait rien prendre. Dernier point, au niveau des bonnes pratiques, faites-vous confiance et dormez sur vos deux oreilles. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que des fois, on va investir un peu trop dans une stratégie, on ne va pas bien dormir. Et c'est un peu le risque économique dont on parlait précédemment. Ne tentez pas le diable à mettre trop de fonds dessus. Si vous sentez du stress, si vous vous réveillez le matin en allant voir est-ce que finalement tout va bien, désengagez-vous un peu et vous remettrez plus tard. Je sais qu'on est souvent tenté, quand on n'est pas là depuis très longtemps, de mettre beaucoup de fonds sur une stratégie ou des fois quand il y a beaucoup de rendement. Mais faites-vous confiance sur votre stress et enlevez un petit peu et revenez plus tard. On va passer du coup à comment construire une base de stratégie. Bon, je suis désolé, j'ai pris le cas de AAV moi aussi. Premièrement, pour moi c'est important, définir un référentiel. En fait, qu'est-ce que vous voulez faire travailler finalement? Parce que si vous venez avec un Ether, vous le vendez à 3000 $, comme moi après vous avez 4000 $, mais qu'en fait l'Ether entre-temps a fait x2, finalement vous avez sous-performé votre asset de référence. Donc choisissez votre référentiel et construisez votre stratégie autour de ça.
Est-ce que votre but, c'est d'avoir plus d'Ether que le mois précédent, ou est-ce que c'est d'avoir plus de stablecoin finalement que le mois précédent? Comprenez aussi à quoi vous vous exposez. Donc ça, c'est avec le temps finalement, à lire les docs finalement des protocoles. Ça vient avec l'expérience des protocoles en eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'un protocole peut apporter comme risque et comme désavantage, enfin comme avantage, pardon. Donc les protocoles de lending qui peuvent vous apporter du rendement, mais vous avez des risques de liquidation. Et en fait, avec tout ça, vous pourrez combiner tous ces protocoles pour essayer de faire des asymétries de rendement, comme le disait Guillaume, avec plus de rendement que de risques associés. Du coup, en parlant d'inefficience de marché, par exemple, le fait que la liquidité soit séparée sur plusieurs blockchains, vous allez pouvoir en fait, sur un exemple très simple avec AAV, faire du rendement sur vos Ethers. En déposant vos Ethers sur Base, vous empruntez de l'USDC, parce qu'on voit qu'il est à 5% d'emprunt sur Base, vous le bridgez sur Optimism et vous le déposez à 15%. Donc en fait, sur l'année, vous faites 2,9% de rendement sur vos Ethers, sans risque. Bien sûr, il faut monitorer à ce moment-là le rendement, enfin la valeur d'emprunt sur l'un et la valeur de rendement sur l'autre. Mais en fait, vous exploitez, finalement, vous faites de l'arbitrage sur ces rendements-là. Vous noterez que, pour les plus attentifs d'entre vous, il y avait un piège un petit peu dans cette slide, c'est que pensez à mesurer le rendement que vous faites. Là, vous étiez exposé à 2 blockchains, 2 protocoles finalement, et vous avez fait 2,9% de rendement sur l'Ether. L'Ether de base, si vous le stakez sur le mainnet, c'est 4%, alors que du coup, il y a entre guillemets 0 risque, sauf le risque de la blockchain elle-même. Donc, vous exposez pas finalement à des risques incommensurables pour un rendement qui est inférieur au rendement de référence. Donc là, par exemple, pour optimiser ça, on aurait pu tout simplement en fait wrapper notre Ether en WST Ethereum, le prêter et faire la même boucle et en passer à 6,2% de rendement. Est-ce que ça vaut le coup de gagner 6,2 au lieu de 4? Ça, c'est à vous d'en juger, en fonction des risques que vous prenez. Mais voilà, en tout cas, c'est possible d'exploiter ces inefficiences-là. Et dernière étape au niveau de la construction, désolé pour le titre catchy, en fait, en tant que particulier, j'entends parler d'un portefeuille modeste qui va jusqu'à 6 chiffres, on va dire. Vous allez pouvoir profiter à fond en fait, des programmes d'incentive de la plupart des blockchains. Eux, ils s'en foutent finalement d'émettre du jeton. Leur but, leur business model à eux, finalement, c'est de ramener du volume sur la blockchain et ils font de l'argent sur ce volume-là. Donc, par exemple, on a eu Arbitrum qui a imprimé 150 millions de dollars sur 5 mois, les 5 mois précédents, qui est distribué via des protocoles. Il y a Starknet en ce moment, jusqu'à septembre ou octobre, Optimism souvent, etc. Et en fait, vous, en tant que particulier, vous pouvez aller viser ces rendements sans forcément vous exposer à du risque dessus. Je ne parle pas forcément de s'exposer à ces tokens-là, mais plutôt utiliser les protocoles qui proposent du rendement et qui sont souvent incentivisés en plus par-dessus. Donc, vous allez pouvoir avoir une seconde couche de rendement finalement dessus. Et c'est donc de ça que je vais parler, sur une stratégie que j'ai mise en place du coup sur le mois de janvier, donc sur ce programme fait par Arbitrum. Donc il y aura un peu de maths, je suis désolé, je vais essayer de pas trop vous casser la tête. Et c'est une stratégie un peu plus degen que ces messieurs qui gèrent quand même des portefeuilles qui ne sont pas des fonds qui ne sont pas forcément à eux. Comment du coup j'ai fait pour me positionner et comment choisir finalement sur quoi se placer? J'ai étudié finalement dans une première phase le programme Arbitrum. Et là, je ne cherche pas forcément à me poser de questions. Comme je vous ai dit, je vais là où finalement il y a le plus d'argent qui est distribué. Pourquoi? Parce que la fondation, elle a fait sa due diligence sur les protocoles et elle va donner plus de jetons finalement à distribuer aux protocoles qui sont souvent le plus solides, qui ont le plus de volume, plus de TVL. Donc vous aviez finalement les dérivés, le lending et les DEX qui allaient recevoir de grosses incentives. Deuxième phase, finalement, voyez à quel point vous êtes à l'aise avec ces protocoles. Moi, je sais qu'à chaque fois que je me suis essayé au trading, je me suis cassé la gueule. Donc déjà, j'ai éliminé GMX qui avait de gros incentives, mais sur lequel je savais que je n'allais pas pouvoir performer. Donc après, il restait le lending et la liquidité concentrée sur les DEX. Donc là, vous savez que vous maîtrisez, donc vous pouvez vous servir de ces briques-là pour maximiser votre rendement. Et finalement, il y a une deuxième métrique qui est la performance. Est-ce que oui ou non, vous êtes capable de surperformer une whale? Qu'est-ce que j'entends par là? Sur AAV, par exemple, tout le monde dépose sur la même pool. C'est-à-dire que si une whale arrive avec 1 million, le rendement va descendre linéairement par rapport à ce qu'il rajoute dans la pool. Par contre, sur la liquidité concentrée, si une whale arrive avec 1 million,
S'il veut avoir le même rendement que vous, il va devoir s'exposer beaucoup plus à l'impermanent loss. Donc généralement, il va plus élargir sa liquidité. Donc pour ma part, j'ai choisi effectivement les DEX. Et donc, même étape qu'il y a 2 slides, je choisis là où il y a le plus finalement de jetons qui sont distribués, parce que c'est là que ça va être le plus sécure à mes yeux. On voit par exemple que Camelot ici recevait 3 millions de jetons arbres, dont 20% qui allaient être distribués sur des paires en arbres. Donc c'est sur celle-ci que je vais essayer d'analyser les métriques pour ensuite pouvoir me positionner dessus. Comment est-ce qu'il distribue? Ça c'est important. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le protocole Merkle qui est développé par Angle Labs. Du coup, comment ça fonctionne en quelques mots? C'est destiné à des protocoles qui font la liquidité concentrée pour leur permettre d'incentiviser les liquidity providers suivant divers paramètres. Est-ce que oui ou non on récompense les personnes qui sont orange? Est-ce qu'on récompense ceux qui performent le plus et qui ont la liquidité la plus concentrée avec les fees? Ou est-ce qu'on récompense tout le monde avec les whales inclus, du coup avec les shares ARB et shares USDC. Donc ici on voit par exemple que Camelot avait décidé de récompenser un maximum ceux qui fournissaient de la liquidité concentrée autour du prix courant. Donc pour ça, finalement sur les 90 possibilités de LP qu'il y avait sur Camelot durant cette période, il y en avait 3 qui avaient la paire ARB, donc qui allaient percevoir 20% des rewards. Donc on fait quelques analyses en termes de chiffres. Donc qu'est-ce qui est important pour la liquidité concentrée? On regarde la liquidité à plus ou moins 1%, le volume sur 24 heures et combien de fees les LP vont percevoir. Et effectivement, combien d'incentives il y a sur la paire. Donc par exemple, on peut remarquer que ARB USDC et ARB ETH percevaient quand même 1 000 $ par jour de ARB. Et par contre, tout de suite, ça nous saute aux yeux qu'il y a 4 fois plus de liquidité concentrée sur ARB ETH pour pas forcément plus de volume. Donc finalement, vous prenez autant de risques à vous poser sur ARB ETH que sur ARB USDC. Vous n'êtes pas exposé au même sous-jacent derrière, mais dans tous les cas, vous êtes exposé au ARB. Vous prenez autant de risques et vous avez 4 fois moins de rendement au niveau des incentives. Donc vous pouvez déjà éliminer ARB ETH pour vous concentrer sur les 2 autres. Donc si je vous épargne les calculs de tête, mais en gros, si on essaie de faire le calcul en rajoutant finalement par dollar par jour combien vous percevriez sur ces pools-là, on remarque que par exemple ARB USDC percevrait 3 centimes de fees sur un range de 1%, ARB ST Euro 3 centimes de fees et 1,5 centime de fees. Par contre, au niveau des incentives, on voit clairement une différence. Pourquoi? Parce qu'il y a de odds incentives sur ARB ST Euro, alors qu'il y a très peu de TVL. Donc c'est là que vous avez finalement un avantage et vous pouvez être récompensé. Point d'attention, attention de ne pas vous le diluer vous-même. On peut faire le test du coup avec un certain montant de liquidité. Là vous voyez, avec 10 000 $ par exemple, si vous positionnez sur ARB USDC, le rendement restera de 3% par jour. Par contre, sur ARB ST Euro, vous défoncez finalement le rendement tout de suite dès que vous rajoutez beaucoup de capital, parce que la TVL à plus ou moins 1% était de 12 000 $. Alors, la TVL de la pool complète était à 2 millions, mais la TVL concentrée était très faible. Donc il faut prendre ça en considération avant de déployer du capital. Donc comment ensuite on construit la stratégie autour de ça? Pour ma part, j'avais choisi le référentiel du dollar. Donc je suis rentré dans la stratégie avec 10 000 USDT. À quoi ça correspond finalement une stratégie en LP? Surtout un LP suiveur. Donc il va, comme Maverick, finalement suivre le prix courant pour essayer d'être le plus proche et générer le plus de fees. Ça correspond finalement à accepter d'acheter de plus en plus haut et accepter de vendre de plus en plus bas, vu qu'on suit le prix dans le sens où il va. Donc on est surexposé finalement au risque du prix sur le token ARB. Donc la première étape, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire ce risque-là, pour que le rendement qu'on puisse percevoir puisse compenser sans trop de risques cette exposition. Donc on short. Le plus simple, c'est de shorter en fait le ARB. Donc on va passer par AAV, comme ça a été décrit plus tôt, où finalement on prête nos USDT. Il y avait un gros rendement suite aux incentives et on emprunte du token ARB. Donc là, finalement, on réduit notre risque vis-à-vis du token ARB. On s'expose maintenant à la hausse. Notre risque, il est à la hausse sur 2 points. Premièrement, si le prix du ARB monte beaucoup trop, on va se faire liquider. Donc c'est pour ça on se place sur une LTV à 25%. Et deuxièmement, si le prix du ARB monte même ne serait-ce qu'un petit peu, on va devoir rembourser plus que ce qu'on a emprunté. Parce que quand on est placé sur un LP, si le prix monte, vous vendez tout de suite.
Donc vous, finalement, vous n'allez pas percevoir de rendement et vous n'aurez plus que 2000 $ et il faudra en rembourser 2500 par exemple. Deuxième étape, vous pouvez maintenant déposer finalement, pour faire un rendement, on va dire lissé entre les deux stratégies qu'on a vues, vous pouvez déposer 50% sur ARB-USDC et ARB-ST-Euro, donc sur vos LP, et monitorer régulièrement où vous en êtes au niveau de la position et suivre la liquidité en enlevant et en remettant proche du prix courant, à plus ou moins 1% comme on l'a calculé. Donc là, finalement, on va avoir un gros apport en reward ARB. Donc, rappel, si pendant une journée entière, vous restez dans le range de plus ou moins 1%, vous allez percevoir 5% de rendement sur ARB ST-Euro, donc sur les 1000 $. Donc là, par exemple, c'est payé en plus en ARB. Donc le double avantage qu'il y a, c'est qu'on va pouvoir rembourser directement notre dette qui est en ARB pour s'enlever du risque et payer moins cher à la fin. Donc là, déjà, vous avez déjà normalement une base qui vous permet d'avoir une rentabilité qui est quand même assez poussée sur une exposition qui est finalement du stablecoin. Et si vous voulez vous rajouter un niveau de sécurité, si je puis dire, il faut vous protéger à la hausse du ARB. Qu'est-ce qui existe pour ça? Les options. Je vais essayer de vous décrire, sans trop vous prendre la tête, qu'est-ce que sont les options. Une option, c'est un pari, alors, pour l'option call, qui est un pari à la hausse. C'est un pari à la hausse avec un faible risque à la baisse. C'est-à-dire que vous acceptez de payer légèrement plus que le prix courant votre option, qui a du coup un terme, enfin une date limite, une date d'expiration, merci. Et du coup, si le prix monte, vous êtes payé, vous allez pouvoir finalement compenser la montée du prix, et donc pas trop subir la montée. Et par contre, si ça baisse, tout ce que vous aurez perdu, c'est le premium que vous aurez payé sur le prix actuel. Donc ça vous permet au jour le jour d'acheter des options qui coûtent finalement pas grand-chose. On parle de 1% du prix courant finalement à peu près en premium par jour. Et du coup, ce que ça va vous permettre de faire finalement, c'est encore réduire votre risque sur le ARB. Donc finalement, là, vous n'allez subir que l'impermanent loss sur le premium payé et potentiellement des rewards supplémentaires si l'option est validée. Donc, qu'est-ce que ça donnerait si on essaie de représenter ça en tant que risque-rendement? On aurait effectivement une asymétrie entre le risque, ici en rouge, où c'est le cas pessimiste, où finalement le token ARB ne ferait que monter, sans jamais redescendre pendant 30 jours de suite, où donc vous n'êtes jamais en range, et du coup, tout le temps, vous perdez tous les jours le premium de l'option. Donc vous voyez, vous avez une perte maximale d'environ 1500 $ sur vos 10 000, non négligeable, mais quand même. Et de l'autre côté, par contre, vous avez deux cas, qui sont les cas optimistes. En fait, c'est si le prix baisse, c'est jackpot pour vous, parce que finalement, vous remboursez moins cher votre dette. Si le prix reste à peu près constant, à plus ou moins 1%, vous avez 5% par jour. Donc en fait, vous avez deux fois plus, enfin, on va dire 2 tiers de chance, si on considère un marché qui fait 50-50 dans un sens ou dans l'autre, 2 tiers de chance finalement d'être en positif plutôt qu'en négatif. Du coup, j'ai essayé ensuite, pour être un peu plus tangible, de vous présenter moi le relevé que j'ai fait de cette stratégie finalement en janvier. Et pour être plus transparent avec vous, vu que je suis dev, j'ai automatisé le fait de suivre la liquidité. Et du coup, c'était toutes les heures que j'arrivais à reprendre le range et j'ai fait des ranges plus serrés. Donc, sur un rendement du coup d'un mois sur le stablecoin, du coup on parle en pourcentage sur un mois. Donc on atteint quand même des scores qui sont pas communs. Et spoiler, vous pouvez faire la même sur Starknet en ce moment, surtout sur le Stark. Du coup, c'est pas un conseil en investissement, mais allez jeter un coup d'œil. J'en arrive à la fin. Quelques petits rappels. Séparez vos fonds, on l'a vu ensemble. Limitez les approvals si vous en faites. Surtout maintenant avec le IP 4844, ça coûte 1 centime d'approuver juste la somme à transférer, donc ça peut aller. Définissez votre référentiel. Mesurez où est-ce que vous allez finalement, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Et sécurisez des profits que vous reséparerez ensuite pour remettre sur d'autres stratégies. Je pense que c'est la bonne base si vous voulez gérer vos risques et faire fructifier votre portefeuille en DeFi en tant qu'investisseur, on va dire classique, sans fond derrière. Merci à vous, et du coup, si vous avez des questions, je suis disponible.